Alors, cette troisième séance consacrée à la poursuite du débat général va aborder les différentes questions les différentes autres questions, en dehors de celles des droits de l'homme, qui ont été soulevées au cours de ce débat général-là. Donc, dans un premier temps, on va voir le débat sur les crimes et questions économiques. Je dis bien crimes et questions économiques, c'est-à-dire que les deux sont liés. À savoir qu'il y a les crimes économiques d'une part et les questions économiques aussi, essentiellement. Dans un deuxième temps, nous allons aborder la question du débat sur les questions sociales et nous allons voir les revendications des travailleurs et jeunes. Et ensuite, dans un sous-thème consacré aux revendications paysannes qui ont occupé une place particulière également dans la conférence nationale. Et enfin, dans une troisième partie, comme cela avait été proposé dès le début. Alors, pour ce débat sur les crimes et questions économiques, je voudrais d'abord rappeler que lorsque j'ai évoqué les origines de la conférence nationale souveraine du Togo, d'où elle vient, j'avais indiqué qu'elle était venue du Bénin et que c'était à propos des problèmes posés par la mise en application des plans d'ajustement structurel et de la situation extrêmement difficile au plan social, avec la grave crise qu'elle a créée dans la situation du Bénin, avec les licenciements, les salaires non payés, débouchant sur une révolte de la population qui avait amené à la tenue de cette conférence nationale-là. Et donc, de la même manière, puisque ces plans d'ajustement structurel ont été mis en application partout en produisant les mêmes effets, et vous savez généralement que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, eh bien, la mise sous tutelle de l'économie togolaise, par les plans d'ajustement structurel et la mauvaise gestion du régime ayant conduit à l'explosion du 5 octobre 1990, naturellement, les questions économiques ont occupé une place importante dans les discussions et dans les débats de la conférence nationale, tant en ce qui concerne le bilan que la détermination des perspectives qu'on allait tracer pour le pays. Dans cette discussion, il faut remarquer que si la plupart des membres du gouvernement ont eu à défendre la politique du régime en rejetant sur les causes externes les difficultés de l'économie auxquelles l'économie togolaise était confrontée, certains ministres qui jusqu'alors étaient des otages du système s'en sont quand même désolidarisés, comme je l'ai indiqué à propos de la question des droits de l'homme, lorsqu'ils ont refusé de se plier à la décision des autres membres du gouvernement de quitter la conférence nationale lorsqu'elle s'est déclarée souveraine. Et donc, la plupart des ministres, dans les exposés à leur retour, les exposés qu'ils faisaient étaient des exposés d'auto-justification du régime, qui disaient que en réalité ce régime-là a tout fait de bien, a su prendre des mesures qu'il fallait face aux difficultés qu'il rejetait sur les causes externes, mais cette auto-justification et cette façon de rejeter sur l'extérieur les difficultés auxquelles l'économie togolaise allait être confrontée n'allait pas résister longtemps à la multiplication de témoignages et d'exposés de faits précis mettant en cause la gestion parasitaire de l'économie togolaise par le régime des Adema. Et donc, c'est assez rapidement que les révélations sur les détournements de fonds au sommet de l'État ont commencé à défrayer la chronique et en particulier la toute première d'entre eux a concerné l'Office togolais des phosphates OTP. Et les révélations qui ont été faites ont véritablement fait sensation.
Alors, la première révélation est venue de M. Mba Kabasema, qui a été un ancien directeur de l'OTP, de cette entreprise nationale, généralement qualifiée de poumon de l'économie togolaise. Mba Kabasema qui a révélé dans la communication qu'il a faite le 12 août tous les mécanismes par lesquels s'organisaient les détournements de fonds de cette société au profit des membres du régime. Je vais juste indiquer et là citer quelques extraits de la communication qu'il a faite pour que vous vous rendiez bien compte de l'ampleur du phénomène. Je cite, « Pour financer et soutenir son programme d'investissement, l'État pompait les réserves de l'OTP et de l'OPAT et s'endettait lourdement auprès de l'étranger, suivant des conditions commerciales donc onéreuses. Des marchés de l'État étaient donnés gré à gré, sans appel à la concurrence, aux étrangers pour achat d'avions, avions présidentiels Fokker 28, Grumman, les hélicoptères, DC-8 Boeing, avions pour le transport des troupes, avions de chasse, achat d'armes et de munitions, achat d'appareils sophistiqués de communication pour les services de sécurité de l'État, achat de bateaux Hodo et Pic Dagou, avec les containers, construction de l'aéroport de Niamtougou, construction d'hôtels et de bâtiments publics et autres investissements industriels. Alors, après avoir cité tout ce à quoi avait ainsi servi l'argent de l'OTP, il a tenu à citer les responsabilités comme suit, je cite, « Avec une dette extérieure d'environ 400 milliards, alors que nos exportations rapportent à peine 50 milliards de temps en temps, notre pays est ruiné. D'autant plus ruiné que le tiers environ de l'argent que rapportent nos exportations est détourné au profit de deux personnes essentiellement, Eyadema et Maurice Assor. » Je précise que Maurice Assor était le conseiller économique d'Eyadema, les fossoyeurs du Togo. Voilà pourquoi des chiffres circulent sur la fortune personnelle d'Eyadema qu'il estime à au moins 2 fois la dette extérieure du pays, soit environ 800 milliards de francs. Pour situer la fortune personnelle de M. Maurice Assor, qui ne possédait rien avant de rencontrer Eyadema, il a racheté les 3 derniers étages d'Olympic Tower sur la 5e avenue à New York, qui appartenait au célèbre richissime armateur Onassis. Donc, après cette révélation faite par M. Mba Kabasema, une intervention faite par Antoine Folly, qui est un responsable de l'UDS, devenu UDS Togo aujourd'hui, et qui était délégué donc de son parti à la conférence. Antoine Folly donc devait expliquer dans la communication qu'il avait faite le même jour, ce même jour-là, ce 12 août, la stratégie de l'araignée par laquelle le régime organisait internationalement les détournements de fonds de la même société. Il a révélé ainsi que les banques étrangères, implantées notamment dans des paradis fiscaux, étaient chargées du recel de ces fonds qui servaient à diverses acquisitions de toutes sortes, dont celles de matériel non prévu au budget. Et donc, vous voyez que cette compagnie chargée de l'exploitation et de la commercialisation des phosphates et qui, devait financer l'économie nationale, en réalité était directement ponctionnée sur ses fonds propres pour acheter toute une série de matériel alors que ce n'était pas son rôle. Et c'est cela qui l'a totalement ruiné. Et ainsi, après avoir fait ces révélations, on a assisté à cette autre chose extraordinaire que Folly Antoine a demandé au Présidium d'interpeller le ministre Barké pour qu'il réponde des accusations ou des révélations qu'il venait de faire sur ce à quoi servait l'argent de l'OTP. Et à la grande surprise de toute la salle, lorsque on a posé la question à M. Barké, qui était là, de savoir si ce que Antoine Folly venait de dire était exact,
eh bien, il n'a fait que confirmer que ce qu'il avait dit était rigoureusement exact et que les choses se passaient ainsi. Et donc, a été étalé devant la conférence nationale toute la profondeur de la crise du régime qui rendait ses membres incapables de se dérober devant la nation togolaise, représentée donc par cette conférence nationale qui était diffusée en direct par les médias d'État. Donc ces membres pris au piège ne pouvaient pas se dérober parce qu'ils savaient très bien que s'ils mentaient, d'autres révélations allaient suivre et ils étaient incapables de savoir exactement comment des gens avaient pu obtenir toutes ces informations. Et donc, chacun avait peur pour lui-même et son avenir. Donc, ils ne pouvaient que, pour eux, malheureusement, confirmer ce qu'ils savaient, à savoir que tout cela était juste. Ensuite, est venue en débat la question de ce à quoi toute cette dépense intempestive a fini par conduire, à savoir la question de la dette extérieure. Et au final, il a été annoncé que l'économie togolaise avait été tellement mise à mal qu'elle était à ce moment-là endettée de 350 milliards de francs CFA et que son remboursement paralysait pour l'essentiel l'ensemble de l'économie togolaise. Et donc, c'est alors, après toutes ces révélations, que, en réalité, bien même dès avant le 12 août où Antoine Folly et Barquet ont eu à faire ces interventions-là, que à la séance du 21 juillet, où d'autres révélations avaient été faites avant, M. Lucas Afrantiao, qui était un responsable de la CDPA. Malheureusement, il est décédé maintenant, depuis ces dernières années, qui, de son état, est un expert comptable, est intervenu pour demander au présidium de la conférence nationale d'interpeller le ministre Barquet et un de ses collègues pour les appeler à confirmer ou à infirmer les chiffres avancés sur le montant de la dette extérieure qui était, comme je viens de le dire, de 350 milliards de dollars, de francs CFA, pardon, 350 milliards de francs CFA. Et donc, M. Barquet et un autre à qui on a fait appel, là également, n'ont pas pu se dérober. Et ils n'ont fait que confirmer que le niveau record de la dette extérieure, qui était déjà très fort à l'époque, ce n'est pas les chiffres qu'on donne aujourd'hui, puisque à l'époque, nos économies, leur budget était extrêmement faible. Et donc, ils ont confirmé les chiffres, et ça a donné lieu à M. Lucas Afrantiao de proposer à la conférence nationale l'adoption d'une déclaration. Celle-ci est différente d'un acte, c'est une déclaration cette fois-ci qui a fait le constat de la faillite économique du régime.